Bonjour, bienvenue à cette capsule du cours de didactique de l'histoire au cycle intermédiaire à l'Université d'Ottawa. On va s'intéresser au processus d'enquête et à la problématisation. Alors, quand on regarde le programme ontarien et à peu près tous les programmes d'ailleurs au niveau occidental en histoire, on voit qu'il y a ce souci ou cette importance qui est donnée au questionnement, à la problématisation et à une certaine démarche d'enquête. Donc, en Ontario, on parle du processus d'enquête. Au Québec, on parle de la démarche de recherche et de traitement de l'information. Elles suivent généralement à peu près les mêmes étapes. Et la première étape de ce processus, c'est toujours un questionnement. Évidemment, si on regarde le travail que font les historiens et les chercheurs en sciences humaines en général, ce travail-là part toujours d'une problématique ou d'un questionnement. Et donc, la recherche, elle débute avec cet élément-là. On veut recréer ça, mais dans un contexte au niveau d'élèves du secondaire. Donc, on n'a pas la même attente quant à la complexité. Et il y a même là aussi un aspect qui n'est pas à négliger, qui est le fait que le questionnement, il est d'une certaine façon imposé à des élèves du secondaire, puisqu'on a prédéfini les éléments de contenu et de connaissances à apprendre. Donc, ils n'ont pas tant de liberté que ça. Ce n'est pas une curiosité intrinsèque qui va amener les élèves à se questionner sur le passé. Donc, il faut quand même garder une certaine réserve par rapport à cet enthousiasme, par rapport à la problématisation. Mais on va voir ce qu'on peut faire malgré la contrainte des contenus imposés. Donc, le processus d'enquête, on le retrouve page 26-27 de votre curriculum, études sociales, histoire géo 7e, 8e. Elle passe par des étapes. Dans le programme, il est présenté comme ça, comme des roues imbriquées. Ça suit quand même des étapes qui devraient, selon moi, être mises dans l'ordre. La première étape étant de formuler des questions ou une question qui va orienter l'enquête. Une fois qu'on a fait ça, on va inviter les élèves et là, vous verrez que formuler des questions, le plus souvent, c'est vous qui la formulez. Maintenant, si vous les envoyez dans une recherche sur quelque chose qui les intéresse en particulier, bien là, vous pouvez les amener à formuler eux-mêmes leurs questions. La deuxième étape, c'est d'aller recueillir l'information et l'organiser. C'est là que vous allez utiliser vos sources primaires, vos sources secondaires. Vous pouvez utiliser des éléments du manuel à ce moment-là aussi. Et des fois, là aussi, c'est vous qui allez avoir déjà défini les sources qui vont être utilisées. Sauf si vous les envoyez dans une recherche personnelle ou que vous voulez que cette étape-là du processus, dans le cadre d'un contenu spécifique, ce soit eux qui fassent la recherche. Donc, c'est à vous de définir à quel moment vous souhaitez donner de l'initiative à vos élèves ou non. La troisième étape étant d'analyser, d'interpréter les éléments de preuve. Et là, c'est là que vous allez avoir des tableaux, des graphiques dans lesquels ils vont mettre, quand on donnait l'exemple, ou les tableaux que vous avez dans votre manuel pour le cours, avec la colonne continuité, la colonne changement. C'est une façon d'aller analyser les données et les différents éléments de preuve. Une fois que j'ai mis ça en place, je reviens à ma question. Donc là, on voit un peu l'idée là, de cette roue qui est centrale parce que je dois toujours revenir à ma question. Donc, par rapport à ma question, une fois que j'ai été chercher mes informations, que je les ai organisées, que je les ai interprétées, bien, je peux arriver à une conclusion. Et là, si je leur fais écrire un texte, ça se termine ici. J'évalue et je tire des conclusions, je fais la synthèse des données. Mais si je suis plus dans un projet plus large, bien à ce moment-là, je peux avoir l'idée de communiquer mes résultats. Et là, c'est là que vous pouvez utiliser, ça peut être les affiches, ça peut être un document diaporama PowerPoint pour une présentation orale ou, bon là je cherche ça peut être une pièce de théâtre, un jeu de rôle. Il y a toutes sortes de façons d'amener les élèves à communiquer leurs résultats. C'est la dernière étape du processus d'enquête. Vous voyez ces étapes-là. On vous demande
dans le programme qu'une fois dans l'année, au moins, vous ayez passé que chacune de ces étapes-là ait été développée par l'élève une fois dans l'année. Vous n'allez pas passer à travers tout ce processus-là à chaque fois que vous avez un élément de contenu, vous n'y arriverez pas. Mais une fois de temps en temps, oui, vous pouvez leur demander de faire une recherche un peu plus exhaustive qui va aller chercher la majorité des éléments qui sont là. Donc, c'est vraiment expliqué dans le programme que ce n'est pas destiné à être appliqué intégralement de façon linéaire. Donc, il y a des moments où vous allez utiliser quelques composantes seulement. Et là, on vous donne des exemples. Vous pourriez présenter à l'élève les questions et lui demander de recueillir les informations. Vous pourriez présenter aux élèves les documents de preuve, les sources primaires et secondaires et lui demander de les analyser. Vous pourriez avoir déjà des tableaux d'organisation des données ou une ligne du temps à compléter ou un diagramme de Venn à remplir pour voir les différences et les ressemblances entre deux événements. Et vous pourriez, oui, à un moment dans l'année, si vous avez le temps de le faire ou que vous voulez faire un projet un peu plus important, demander à l'élève d'appliquer le processus d'enquête dans son entier. Mais moi, j'ai encore des doutes sur le processus d'enquête dans son entier parce que vous allez devoir structurer d'une façon ou d'une autre cette enquête-là. Donc, je pense que vous n'allez jamais les lancer complètement dans le vide. Ces éléments-là vont être structurés, ne serait-ce que parce que vous avez des éléments de contenu prescrits à faire apprendre. On va regarder un peu ce qui est proposé dans les programmes. Parce que quand vous allez dans le programme de 7e, 8e année, vous voyez que le processus d'enquête, c'est l'une des attentes. Donc là, vous pouvez aller voir ce qui est proposé. Ça vous donne des idées sur ce que vous pouvez faire par rapport aux différentes étapes. Si on va en 10e année, c'est dans les pages qui précèdent les attentes. Vous avez 2 pages, 122, 123, qui vous donnent encore une fois des exemples de ce que vous pouvez faire pour chacune des étapes du processus d'enquête. Si on regarde formuler les questions, bien là, ça vous donne des exemples de questions. Ce qui est important ici, c'est que si vous offrez une question très large, vous pouvez quand même faire travailler les élèves à développer des sous-questions. OK? Et là, vous allez leur rappeler qu'il est important, dans leurs questions, d'avoir des repères de temps et d'espace. Parce que ce que font souvent les élèves par expérience quand on leur demande, au Québec, c'est une compétence là, de formuler des questions. Donc, quand on leur demande de formuler des questions, ils sont souvent dans le vide, puis ils vont dire juste « Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé avant? » Et là, ça, c'est leur question. Mais il faut leur faire comprendre que ce n'est pas une question historique. Pour avoir une question historique, ils doivent être davantage précis. Ils doivent préciser un repère de temps et un repère d'espace. Si on regarde, par exemple, quand on dit ici « En quoi les conséquences humaines de la Grande Dépression dans les prairies et en Ontario sont-elles à la fois similaires et différentes? » Bien, on a mon repère de temps qui est Grande Dépression et on a le repère d'espace qui est prairies et Ontario. Quelles sont les causes de la grève générale de Winnipeg? Bien là, j'ai aussi mon repère de temps, qui est la grève générale de Winnipeg, et mon repère d'espace, qui est Winnipeg. Et c'est important que ces éléments-là soient précisés dans les questions, et ça va amener les élèves aussi à réfléchir et à se développer une pensée historique. Évidemment, ce n'est pas un élément que vous allez faire à chaque fois de les amener à formuler eux-mêmes des questions. Souvent, c'est vous qui allez le faire. Recueillir l'information se rapportant aux questions en consultant une variété de sources primaires. Et là, moi, je rajouterais et secondaires. Ah, il est là, et secondaire, je ne l'avais pas vu. Donc, il était entre les différents exemples. Donc, vous avez des éléments ici que vous pouvez leur proposer ou vous pouvez les envoyer aussi en recherche à la bibliothèque ou sur Internet. Mais là, vous allez devoir encore une fois structurer et vérifier ce qu'ils sont en train de faire. Et là, vous avez en 10e année cet élément-là qui est forcément lié à 1.2
et qui est lié à ce qu'on a vu en classe, qui est celui d'évaluer la crédibilité et la fiabilité de l'information qui a été recueillie. Et là, vous allez leur donner les critères pour évaluer cette fiabilité-là. Donc, vous pouvez vous référer à des critères qui sont donnés ici, ou encore ceux qu'on a vus en classe ou que vous avez dans votre manuel de l'évêque. Vous avez ensuite analysé l'information recueillie et là, on vous dit, bien, vous pouvez procéder ici à l'aide des concepts de la pensée critique et aussi de divers outils organisationnels ou les deux combinés. Hein? Donc, mon schéma, il peut intégrer l'idée de cause et de conséquence. Hein? Quand vous voyez le schéma qu'on faisait souvent de classer qu'est-ce qui va avant, qu'est-ce qui va après, qu'est-ce qui est une cause, qu'est-ce qui est une conséquence par rapport à l'événement. Ou en termes de perspective historique, moi, je peux mettre les différents acteurs et demander de classer les éléments selon à quels acteurs ils appartiennent. Bon, j'ai développé un graphique qui est un outil organisationnel, mais je l'ai fait, ce graphique, en fonction des concepts de la pensée critique. Là, c'est là aussi, on vous met des schémas, lignes du temps. Donc, c'est des outils que vous pouvez utiliser pour leur permettre de mieux comprendre l'information. Tirer des conclusions. Là, ici, on vous dit, encore une fois, d'utiliser les concepts de la pensée critique. C'est là que vous pouvez leur faire écrire un court texte. Évidemment, ils ne vont jamais écrire des textes très, très longs au niveau intermédiaire. Et 1.6, communiquer les résultats. Et ce qui est intéressant en 10e année, on insiste sur le fait de commencer à demander aux élèves de vraiment citer les sources de référence avec des normes. Donc, les bibliographies, leur montrer comment faire des bibliographies, des citations à l'intérieur de leur travail. Et vous pouvez aussi varier les différents modes de présentation. Je vous en ai donné des idées tantôt. Ça peut être un séminaire, un débat, modèle, maquette, etc. Donc, ce sont des idées. Et encore une fois, vous n'allez pas à chaque fois communiquer les résultats de façon spectaculaire. Il y a parfois que vous allez terminer vos formes d'évaluation sous une forme plus traditionnelle comme un examen. OK. Donc, si là, on a terminé pour le processus d'enquête, si on va maintenant au niveau de problématisation, cette première étape du processus d'enquête qui est de formuler des questions, mais ces questions-là, elles peuvent avoir différents niveaux de problématisation, d'une question très simple à une question plus complexe. Et là encore, ça dépend des objectifs qu'on vise. Et si on regarde au niveau de la recherche en didactique de l'histoire et en didactique en général, il y a plusieurs typologies. Il y en a qui vont aller jusqu'à 6 niveaux de problématisation, mais là, ça devient vraiment complexe de faire la différence. Donc, nous, pour les intentions de ce cours-ci, on va se limiter à 3 niveaux. Et ils sont présentés à la prochaine diapositive. Le niveau le plus élevé, c'est ce qu'on appelle la situation problème. C'est celui qui permet le plus le transfert des connaissances. Donc là, vous allez voir l'autre capsule pour le cours d'aujourd'hui. Mais c'est un niveau que vous n'allez pas toujours atteindre. Puis ça peut être un objectif d'avoir des situations de ce niveau de complexité une fois de temps en temps, mais donnez-vous pas le défi de travailler toujours par situation problème parce que c'est assez complexe à faire. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'apprentissage quand on a un niveau de problématisation qui est un peu moins haut. Donc, regardons ces fameux niveaux de problématisation. Au niveau le plus bas, on a la question historique. Donc, un exemple de question historique, on aurait « Combien de filles du roi sont arrivées en Nouvelle-France? Qui a participé à la bataille des Plaines d'Abraham? Quand ont eu lieu les 2 révoltes menées par Louis Riel? Quelles sont les grandes batailles auxquelles le Canada a participé pendant la Première Guerre mondiale? » Donc, qu'est-ce que je cherche à faire avec la question historique? Je cherche à établir des faits ou à me situer dans le temps ou dans l'espace. Et je veux permettre, mon résultat, c'est qu'il y ait une acquisition de connaissances historiques. Donc ça, c'est ce qu'on fait très souvent en histoire et c'est très correct de le faire.
Maintenant, je veux amener mes élèves un peu plus loin. Je vais poser un problème historique. Donc, c'est ma deuxième colonne. Et là, bien, vous allez voir que les exemples partent toujours à partir de la question historique, puis comment je l'ai complexifiée. OK? Donc, au niveau de la question sur les filles du roi, on serait maintenant à un niveau un peu plus haut. Pourquoi les filles du roi sont envoyées en Nouvelle-France? Donc là, je vais avoir besoin d'aller fouiller un peu plus pour avoir cette réponse-là. Ce n'est pas qu'une réponse numérique. Quels sont les impacts de la conquête? Quelles raisons ont été invoquées pour justifier la pendaison de Louis Riel? Ou quelle est la bataille la plus importante pour le Canada lors de la Première Guerre mondiale? À quoi sert un problème historique? Il sert à répondre au problème. J'utilise une démarche historienne ou un processus d'enquête. Je vais mettre en relation des faits. Je pourrais aussi formuler des hypothèses. Hein? Donc, je pourrais avoir une idée avant de partir dans ma recherche sur quel pourrait être le résultat final. Et après ma recherche, je vais pouvoir aller vérifier cette hypothèse-là. Et là, je vais aller mobiliser mes connaissances historiques. C'est souvent avec le problème historique qu'on va aller développer les concepts de la pensée critique. Niveau up un petit peu plus, la situation problème historique. Donc, on reprend encore les exemples et là, on complexifie. Donc, pour les filles du roi ou filles de joie? Okay, il y a un mythe assez bien ancré au Canada français que les filles du roi qui sont arrivées ici de France étaient des prostituées. Ah, donc, filles du roi ou filles de joie? Pourquoi les maudits Français nous ont abandonnés? Hein, là aussi, on va travailler à partir de mythes ou d'idées qui sont souvent utilisées dans la conscience historique ou dans la mémoire collective plus générale. Donc, les maudits Français nous auraient abandonnés, ce qui expliquerait la défaite de la conquête. Louis Riel était-il un héros? Okay. Donc, voilà que je pousse une question beaucoup plus loin. Et la commémoration de la bataille de Vimy est-elle justifiée? Donc, je pense que vous pouvez déjà percevoir en quoi la situation problème, elle est d'un niveau de complexité un peu plus important. Je veux confronter ou faire évoluer des représentations ou des conceptions. Hein? La commémoration, souvent, les élèves vont avoir tendance à dire, ben oui, c'est important, il faut honorer les soldats, il faut honorer la mémoire d'une bataille qui est importante pour le Canada. OK, c'est pas nécessairement faux, mais je voudrais que mes élèves réfléchissent un peu plus loin. Okay? Et à partir de ces grandes questions-là, et ces questions-là, elles sont tellement larges que ça va évidemment demander aux élèves de formuler d'autres questions. Et c'est là que je peux partir mon processus d'enquête dès la première étape, puisque oui, je leur ai formulé la grande question, mais je leur demande de formuler des sous-questions qui vont leur permettre de répondre à ma grande question. Donc, mon résultat attendu, c'est de faire évoluer des représentations. Le processus d'enquête, tel qu'on l'a vu au début du diaporama, ça ne s'applique qu'au problème historique ou à la situation problème historique. Ce n'est pas facile de mettre en place des situations problèmes qui sont significatives et il y a des chercheurs qui ont tenté de mieux définir les éléments que comporte une situation problème. Donc, on va se fier à De Vecchi. Si vous souhaitez avoir la référence pour De Vecchi, vous pouvez m'écrire. Je pourrais vous envoyer un texte qui est assez intéressant à lire. Qu'est-ce que doit comprendre une situation problème? Elle doit d'abord interpeller, surprendre, concerner l'apprenant qui sent qu'il n'est pas là dans quelque chose où il doit simplement obéir ou exécuter ou aller trouver la bonne réponse. Au contraire, là, en fait, comme on vous dit, je ne sais pas si c'est ici ou je crois que c'est à l'autre page, il peut y avoir plus d'une réponse possible. Ça va souvent déstabiliser les élèves, hein, parce qu'ils considèrent que quand ils sont à l'école, il faut qu'ils trouvent la bonne réponse. Donc là, si je leur dis, c'est pas la réponse que tu donnes qui est importante, mais la façon dont tu as procédé pour y arriver et la justification que tu me donnes par rapport à ta réponse.
Elle peut aussi, hein, parce que là, les éléments qu'on donne ne sont pas dans une situation problème, ne doit pas toutes les avoir, mais en avoir le plus possible. Okay? Elle doit être liée à un obstacle repéré, défini ou considéré comme dépassable, dont les apprenants doivent prendre conscience au fur et à mesure de la situation d'apprentissage. Donc, par exemple, moi, souvent, ce que je faisais avec mes élèves quand je parlais de l'arrivée des Autochtones, c'est de leur demander laquelle des sociétés était la plus avancée entre la société européenne, la civilisation européenne, et les civilisations autochtones qui étaient sur le territoire. Et une représentation que les élèves ont, c'est de dire que les civilisations européennes étaient plus avancées. Or, moi, je veux faire évoluer ça en leur donnant accès à des sources qui démontrent que les Français, sans l'aide des Autochtones, n'auraient pas pu survivre au climat. Donc, malgré tous leurs outils, ils n'étaient pas en mesure de survivre à l'hiver, si on pense au scorbut, si on pense à se repérer au niveau géographique dans un espace qu'ils ne connaissaient pas, si on pense à l'hiver qui était beaucoup plus rigoureux. Donc, comment les compétences et les notions des peuples autochtones étaient beaucoup plus avancées à certains égards que celles des civilisations européennes pour la survie ici au niveau du territoire nord-américain. Donc ça, c'est un exemple, mais si vous allez à la diapositive précédente, il y a plusieurs des éléments là aussi où je peux aller travailler les représentations qu'ont les élèves pour les faire, pas nécessairement les faire changer, mais les faire évoluer du moins. Elle va aussi faire naître un questionnement. C'est là que je vous disais, il faut que l'élève, à partir de ma grande question, soit amené à se poser des sous-questions et donc à formuler des questions supplémentaires. On revient à cet élément de rupture qui vient déconstruire les modèles explicatifs initiaux, donc qui va amener vraiment l'élève à changer la façon dont il percevait quelque chose ou à la faire évoluer de façon assez importante. On veut que la situation elle soit complexe, quand c'est possible aussi qu'elle soit liée au réel ou à l'actualité. Ça la rend d'autant plus intéressante pour les élèves et elle doit pouvoir déboucher sur différentes réponses acceptables. Donc encore une fois, il y a plusieurs possibilités. On n'est pas à la recherche là d'une simple bonne réponse. C'est intéressant aussi si on peut déboucher sur un savoir d'ordre général. Et là, on revient à la notion de transfert que vous allez voir dans l'autre capsule pour le cours. Donc, c'est cette idée que oui, j'ai fait une situation problème sur la commémoration, par exemple, de Vimy, mais après, je suis capable de réfléchir à toutes les commémorations. Et à me demander si à chaque fois que je vois une commémoration, pourquoi elle a été mise en place, par qui, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on veut célébrer et pourquoi. Donc, c'est cette notion de transfert ou de déboucher sur un savoir d'ordre général. Elle doit aussi faire l'objet d'un ou de plusieurs moments de métacognition. Ça veut dire que pendant mon processus d'enquête, à travers lequel je vais répondre à ma situation problème, je dois être en mesure d'aller voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a évolué, est-ce que je suis en train de changer d'idée ou pas. Donc voilà pour cette capsule et je vous rappelle que vous devez compléter le journal de bord.